ressourcerie de l'écrivain. Dans un peu plus de 24 heures, nous allons basculer dans la nouvelle année. Et traditionnellement, disons que j'aime bien tous les ans à minuit. Grosso modo, c'est juste une vidéo bilan de l'année sur la ressourcerie, donc au niveau de la lecture, au niveau de la production de vidéos, les thématiques, etc. Au niveau de l'écriture aussi, parce qu'il y a des choses nouvelles, enfin il y a des choses qui ont un petit peu bougé. Et je vais parler également un petit peu du côté pro, à savoir le côté correction, parce que je suis lectrice-correctrice. Et courant janvier, normalement, je vais avoir mon site en ligne afin de promouvoir mes services, si ça vous intéresse. J'ai rejoint la team Kindle, j'avais déjà une Kindle, mais mon compagnon m'a offert une nouvelle Kindle plus récente et plus rose. Elle est de toute beauté. Et donc, je vais fort probablement de temps en temps faire du contenu sur des e-books tout simplement, mais comme je le faisais déjà, mais aussi du contenu spécifiquement abonnement Kindle. Sachant que ce qui est dans l'abonnement Kindle, en règle générale, vous pouvez l'acheter aussi sur Amazon. Donc voilà, moi une Kindle ça me va très bien aussi, sachant que la qualité de l'écran est différente de celle d'un ordinateur, et ce qui fait que il y aura sans doute moins de fatigue visuelle, ce qui est déjà pas mal. Donc c'était mon petit cadeau. Quelques chiffres, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est après, il me semble, 2 ans et demi de chaîne? Sur YouTube, on est à 790 abonnés, un petit peu plus. Je suis également à plus de 400 abonnés sur l'Insta de la ressourcerie de l'écrivain, parce que j'ai aussi un Instagram autrice et un Instagram correctrice. Je me demande si je vais pas fusionner d'ailleurs. Ça serait plus facile, on verra. Puis sans doute plus facile à gérer. Et on est plus de 200 sur Threads, sur un compte Nora Cailleux, autrice. J'ai dû vous en parler dans une précédente vidéo, donc, mais maintenant j'ai atteint un certain palier sur YouTube, ce qui fait que je peux accéder à la monétisation. Concrètement, si vous avez une chaîne YouTube, ne vous attendez pas non plus à gagner des 1000 et des cents, donc, parce qu'il me semble que ça fait 1 an que j'ai la monétisation, mais en fait, je crois qu'ils ne font des virements qu'à partir de 70 € ou 70 $. Donc si vous gagnez de temps en temps 70 balles, ils vont vous l'envoyer, mais il faut attendre d'avoir 70 balles en fait pour qu'ils l'envoient. Après, évidemment, ceux qui gagnent plus que ça, ils ont pas cette question à se poser. Mais donc, je vais faire sur cette vidéo-là, je vais faire un petit récap en fait des résolutions de l'année 2025, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que je compte faire aussi. Ça va être une vidéo qui risque d'être un petit peu longue, mais je vais essayer de la rendre un petit peu interactive. J'ai décidé de commencer par l'écriture parce que ça va être peut-être le truc le plus rapide. Donc en 2025, je voulais terminer un texte long. Donc non. Essayer de ne pas me lancer dans un autre texte. Non plus. Participer à au moins un concours un concours littéraire, non. Lire au moins 5 livres sur l'écriture, non. Faire des formations sur l'écriture, oui. Parce que j'ai fait donc la formation Devenir écrivain, projet best-seller de l'ICAR, qui est l'Institut des carrières littéraires, et je ferai une vidéo dédiée, je pense que ça va être plutôt courant février-mars, une fois que j'aurai en fait fini tous les trucs qu'il y a à rendre à ce sujet-là. Mais autant vous dire que, je vous dis rapidement, Devenir écrivain, projet best-seller, c'est une formation qui dure 10 semaines, qui est destinée aux auteurs qui veulent aller au bout d'un roman, qui va vous donner tous les outils en main, en termes de technique d'écriture, en termes de c'est quoi un genre, c'est quoi les codes du genre littéraire, qu'est-ce que la chaîne du livre, quels sont les différents métiers les métiers qui gravitent autour du livre. Donc plein de choses de ce genre. Qu'est-ce qu'une correction? Comment est-ce qu'on fait une correction sur son propre texte? Comment présenter son texte à un éditeur? Il y a des exercices qui sont corrigés par des correcteurs ou éditeurs. Et là, c'est les prochains exercices à faire de mon côté. C'est un synopsis et envoyer 7000 mots à Dimitri Pavlovski, qui est l'éditeur de L'Homme sans nom, les éditions de L'Homme sans nom, et qui est aussi un des formateurs de l'ICAR.
Et je trouve que c'est vraiment du contenu de qualité. Si c'est une formation qui vous intéresse, de mémoire, elle coûte 1680 €, quelque chose comme ça. Elle peut être finançable par des OPCO, je sais plus comment. Elle peut être finançable en fait par Pôle emploi et par vos organismes de formation liés à vos métiers. Là-dessus, moi, je l'ai financé de moi-même. Donc, je n'étais pas finançable. Ce n'est pas finançable par le CPF, par contre. Et si vous avez envie en fait de savoir si vous pouvez être financé ou pas, renseignez-vous directement auprès de l'ICAR. C'est une formation qui est très dense et qui permet de faire rentrer dans un réseau de plus de 1000 auteurs. Parce que à l'issue de cette formation, on a accès au Discord des anciens, donc des formations précédentes. Il y a un live par mois sur un sujet, là, c'est de l'ICAR. Sur le Discord, qui est un outil un petit peu parallèle au groupe Facebook officiel de l'ICAR. Sur le Discord, il y a plein d'activités qui sont mises en place aussi et c'est vraiment une chaîne de solidarité entre les auteurs et c'est une formation que je suis vraiment ravie d'avoir suivie et je vais signer pour la formation pour les auto-édités parce qu'il y a aussi devenir écrivain auto-édité, mais ça j'attends de remettre des sous de côté et ça sera sans doute que dans un an parce que bah, déjà faut mettre des sous de côté et ça a été tellement intense que j'étais vraiment épuisée à l'issue de la formation. Donc ça fait quasiment 15 jours que je ne fiche plus grand chose là. Ça fait du bien. Et je continue encore une petite semaine, allez. Mais non, mais en fait, j'ai plein de choses qui finissaient en même temps et j'étais un peu sur les rotules. Donc si vous vous lancez là-dedans, sachez que ça prend beaucoup de temps. Donc si vous avez des enfants en bas âge, des occupations professionnelles, des occupations extra-professionnelles qui sont importantes, euh, ne vous mettez pas martel en tête de tout faire parce que ça ne sera pas possible. De toute façon, comme ils le disent, on a accès à vie, donc le temps que la plateforme dure, à tout le contenu qui est proposé, donc on peut y retourner régulièrement. Donc les cours, en gros, c'était un support vidéo ou audio avec un PowerPoint en général qui était proposé et il y avait des PDF aussi ou des PowerPoint, voire des Word, des documents Word en général pour tous les cours. Je dis en général parce que c'était pas le cas pour des conférences qui avaient lieu ou des interviews d'auteurs, des choses comme ça. Il y a quelques trucs où il n'y a pas de support écrit, ce qui n'est pas dérangeant pour moi. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment énormément de contenu. Je pense qu'on est à 75 heures sur la plateforme. Non, je crois qu'on est à 45 heures sur la plateforme de trucs qui sont enregistrés, plus une trentaine d'heures faciles de live parce qu'on a 2 à 3 lives par semaine. C'est énorme. Et enfin, je trouve que c'est vraiment une formation que je regrette pas du tout d'avoir fait, que je referais si je resignerais si je pouvais. Je ferais la formation auto-éditée. Donc je crois à fond à cet institut de formation et je crois à fond aussi aux possibilités que ça peut m'offrir par la suite si je me bouge les fesses. Parce que c'est pas parce qu'on a suivi une formation que ça va être magique derrière, évidemment. Donc, je suis ravie. Je ferai également une vidéo sur la formation de l'EFLC, donc c'est l'École française de lecteur-correcteur, que j'ai suivie d'octobre 2024 à mars-avril 2025. Donc une formation de 6 mois au métier de lecteur-correcteur en ligne avec un peu de live aussi. Mais je vais les faire en fait séparés parce que c'est pas tout à fait la même chose mais je trouve que c'est intéressant en fait. C'est aussi une formation que je regrette pas du tout d'avoir fait et qui elle était finançable par le CPF. Donc il y a plein de choses qui bougent. Ce qui veut dire que quelles sont mes résolutions pour 2026 au niveau de l'écriture? Terminer un texte long dans l'année. Je pense que j'ai déjà fait des contenus vidéo sur sortir d'une panne d'écriture. Et je vous ai déjà parlé de Songe à qui murmure et des Fallen Crows, qui est un projet de romance biker, mais qui se passe avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale pour ce cycle-là. Je dis bien ce cycle-là parce que je pense que je vais en faire 3 voire 4 romans à cette époque-là, Seconde Guerre mondiale, grosso modo.
Mais j'ai déjà des idées en fait pour les générations d'après, donc plutôt génération guerre du Vietnam, encore après, génération contemporaine, etc. Il y a plein de choses en fait à faire dans cet univers, mais il faut d'abord que je rédige et que je publie en auto-édition les premiers romans du premier cycle, donc 3 voire 4, sans doute 4. Et je ne vais pas en fait, si vous voulez, je me vois pas passer 4-5 ans à écrire uniquement dans le même univers, ce qui fait que de temps en temps, je ferai autre chose au niveau de l'écriture avant d'y revenir. Mais les autres choses peuvent être à la fois d'autres cycles, mais pas dans la, pas la même histoire, ou des one-shots aussi tout simplement, parce que j'ai des idées. J'avais dans l'idée aussi de me lancer dans un autre univers récréatif avec des formats plus courts, donc tester des nouvelles, tester des novellas. Et pourquoi tester? Parce que j'aimerais toucher à l'ASF. L'ASF, c'est étonnamment un genre que je lis assez peu. J'ai essayé de lire par exemple du Orwell cette année, je ferai une vidéo à ce sujet-là, un de ces quatre. J'ai écouté en livre audio La ferme des animaux que j'ai détesté. Et j'avais commencé à écouter 1984 et j'aimais pas du tout non plus. Mais je pense que c'est le fait que cet auteur-là mettait toutes ses angoisses existentielles liées aux conditions de vie au monde dans lequel il vivait à cet instant T, qui sont très rebutoires pour moi, trop sombres si vous voulez. Autant j'aime les univers sombres, fantasy, genre Game of Thrones ou Le Sorceleur, des choses comme ça, ou des univers très sombres comme Matrix, mais là c'est peut-être trop proche en fait de la réalité, peut-être trop angoissant chez moi, mais j'accroche pas du tout, mais j'aimerais bien m'y recoller quand même. Donc j'aimerais bien faire des... J'ai une idée d'univers SF, parce que j'ai envie de toucher un petit peu à la SF, peut-être un peu space opéra, si je me trompe pas de sous-genre. On serait peut-être un petit peu là-dedans. Exploration spatiale, avancée technologique, intelligence artificielle, exploration de l'univers, ce genre de choses-là. Colonisation d'autres planètes, un peu ce genre de truc. J'aimerais bien de nouveau participer à au moins un concours littéraire. Donc il y a Fixia par exemple, pas pour le moment parce que là c'est pas sur des thématiques qui m'intéressent. Et j'aimerais bien aussi me remettre à poster sur des plateformes en ligne. Là sans doute plus, pas pour le moment de la fanfiction, mais sans doute de tester en fait mes premiers jets par exemple sur euh, mes premiers jets, ou éventuellement des novellas qui font un petit peu un pont entre deux livres sur des plateformes en ligne, pourquoi pas, ça fait de la promo aussi, faut pas se leurrer. J'aimerais bien lire au moins 5 livres sur l'écriture toujours, même si je ne l'ai pas fait cette année, ni l'année dernière d'ailleurs. Écrire des chroniques, là j'insiste sur écrire. Donc pour moi, je fais vraiment déjà des chroniques littéraires sur YouTube. Sur Insta, je suis pas sûre que ce soit vraiment ça, mais en fait, je pense que c'est le format Insta qui est très succinct, qui fait que je suis un peu frustrée en fait au niveau de la chronique, parce que je suis obligée euh, comment dire, de condenser le propos, qu'il soit très précis sur quelque chose, ce qui fait que j'ai un petit peu du mal en fait à aller dedans, parce que bah, comme vous voyez là, ça fait déjà un quart d'heure que je suis en train de papoter, je suis même pas au premier tiers de ce que je voulais dire. Donc euh, Insta, c'est un exercice difficile pour moi. Donc écrire des chroniques, c'est aussi poster des chroniques sur les logiciels qui sont à destination, enfin les applications pardon, qui sont à destination des lecteurs, donc de type Babelio, Booknode. Goodreads, je suis pas sûre, je la maîtrise moins, mais Booknode et Babelio, j'aime bien. Il y a Livre Addict aussi, mais je la fréquente moins. Donc je verrai, mais j'aimerais bien en fait écrire tout ça. Peut-être aussi sur mon site professionnel quand il verra le jour, je vous en parlerai. Faire des formations sur l'écriture, oui, encore, parce que je suis toujours aussi adepte en fait des formations d'écriture. J'en achète régulièrement. Quand je dis formation, ça va être aussi du contenu d'auteurs en général qui sont
sur un sujet très précis, par exemple sur les figures de style, sur les descriptions, des choses comme ça. J'ai envie de tester des produits qui coûtent pas cher comme ça parce que je peux vous les conseiller plus facilement. Si vous voulez, on réfléchit un petit peu moins à dépenser 30 euros pour une petite formation qui va nous durer 2 heures que pour claquer 1600 balles, claquer un bon salaire dans une formation qui dure 10 semaines. Donc voilà, après, enfin, que vous suiviez ou pas mes conseils, de manière générale, je ne suis pas indemnisée ou rémunérée, à part si je vous le dis. Je suis affiliée par exemple chez Margot de Seine, j'avais fait une vidéo là-dessus. Résolution de lecture. Alors, en 2024 puis 2025, j'avais tenir un reading journal. Toujours pas. Mais je voulais vous montrer parce que j'aimerais bien faire du journaling. Je ferai pas forcément de contenu vidéo là-dessus. C'est quelque chose qui va m'aider à créer du contenu parce que je vais vous montrer ce que j'ai. Je viens d'en racheter là. J'ai pris pas mal de petits carnets chez Flying Tiger qui est un petit... Est-ce que ça va tomber? Très probablement. Flying Tiger, c'est une petite boutique, c'est de Copenhague il me semble, je sais plus quel pays c'est, j'ai la honte. Ça vend beaucoup de petites décorations, ça vend beaucoup de carnets aussi, que je trouve assez jolis et que je trouve aussi assez pratique. Je vous montre, il y en a plein comme ça, j'ai 100 films. Un truc au pif, ça vous dit par exemple, c'est en anglais mais ça se comprend assez facilement. En gros, est-ce que c'est un film qui a eu un prix, le titre, le réalisateur, le cast, l'année, à quel point je l'ai aimé sur 10 cœurs, le synopsis, citation favorite, le genre, à quelle date je l'ai vu, je le recommanderais à qui, personnage préféré, complexité du plot, critique du film personnel. Et il y a ce même genre de truc pour les séries télé. Ceux-là, je viens de les acheter. Donc c'est grosso modo la même chose. Hein. Les séries télé, les livres. Ce que j'aime bien, c'est le petit format. Et du côté journaling aussi, même si ça multiplie en quelque sorte les supports, moi ça me dérange pas trop. J'aime bien avoir plein de bordel partout. J'ai par exemple 1000 jours, 1000 lignes dont je me sers pour écrire des prompts d'écriture. Enfin, pour écrire. Je note des prompts d'écriture que j'ai notamment chopés pour ces premiers là. Sur les passeports créatifs d'Audrey Martinez. Je vous conseille très fort d'aller voir sur son site ce qu'elle propose, parce qu'elle propose du contenu gratuit qui est de très bonne qualité. Sinon là, on est plus sur du perso, entre guillemets. On a les 100 choses qui sont sur ma liste de choses à faire. Sans souvenir aussi. Sans souvenir, je trouve ça assez intéressant pour du journaling un petit peu plus perso. On m'a offert aussi cette année, celui-là je vous le conseille, c'est mon carnet de culture, c'est aux éditions Larousse, il coûte pas très cher, c'est 12,90 €. Je vais vous dire rapido qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc il y a pour les amoureux des livres, donc les envies de lecture, les classiques à lire au moins une fois dans sa vie avec une liste de classiques d'un côté, une liste qu'on peut compléter à côté. Pareil sur des lectures pour les amoureux des livres avec une liste complétée et une liste à compléter. Des bingos de lecture, citations préférées, les livres abandonnés, des défis lecture, des livres qui ont changé l'histoire, palmarès de lecture, etc. Ça va vachement m'aider, je pense, à créer du contenu parce que ça va me donner des idées de lecture tout simplement. Ça va parler aussi de cinéma et séries télé. On est à peu près sur les mêmes citations, les répliques, les films à regarder sous un plaid, les challenges ciné et télé, etc. Des films à voir pour remonter dans le temps, pour spoiler les potes, etc. Ensuite, on va être sur les expos et les musées. Donc ça, j'aimerais bien bouger un peu plus parce que tout simplement, ça aère le ciboulot et ça donne des idées. Les musées insolites, donc c'est pas forcément des choses que je vais visiter parce que c'est beaucoup à Paris où c'est assez loin de chez moi. Des bingos d'expo, des œuvres d'art préférées, des challenges expo et musées, des avis. Après, il y a aussi la musique.
Et en dernier, je crois qu'il y avait un tout petit truc sur l'histoire de l'art. L'histoire et l'art. Ah non, c'est histoire et art. J'avais compris histoire de l'art. Et tout simplement aussi, donc ça, le Larousse, là, le carnet de lecture Larousse, vous pouvez le trouver n'importe où. Les carnets colorés que je vous ai montrés, c'était chez Flying Tiger. Je fais une petite promo sur Audrey Martinez, donc de Rêve d'auteur, qui a sorti un journal, c'est 366 jours de journaling pour autrices. Où, donc c'est vraiment un énorme, c'est un PDF qui fait plus de 300 pages, qui va vous proposer une entrée par jour où vous allez en gros dire comment est-ce que vous êtes, quel est le but de la journée, etc. Des petites citations inspirantes et qui va vous parler d'une... comment êtes-vous inspiré par exemple, ça vous laisse un endroit en fait pour écrire un petit peu comment est votre inspiration du jour par exemple. L'année dernière, j'avais l'idée de lire une saga entière d'au moins 5 livres, oui, avec la série Kalahari de Johann von Haff. Très rapidement, parce que je vais citer pas mal de livres, la série Kalahari, c'est une série de romances, sauf le préquel. Le préquel, on est moins sur de la romance, on est plus sur un pays qui s'effondre. Un pays africain, l'Afrique australe, donc un pays fictif qui est enclavé entre le Botswana et l'Afrique du Sud. Afrique du Sud, Botswana qui est juste un peu en haut à droite. C'est un pays enclavé qui va sombrer dans la guerre civile. Et donc qui dit guerre civile dit que il va y avoir du dégât. Et le préquel, il était une fois le Kalahari, va raconter au travers de plusieurs points de vue la manière dont vivent plusieurs personnages cette guerre civile et comment leur vie est bousculée et comment elle bascule en fait dans autre chose, dans l'horreur avant de redémarrer sur autre chose. Et c'est le point de départ en fait. Enfin, je l'ai lu comme ça parce que j'ai lu dans ce sens-là, mais je pense qu'elle a sorti son préquel après. C'est le point de départ d'une série de romances où chaque tome va être centré sur un couple. Le premier couple, c'est dans Promesse du bout du monde. On a une africaine blanche, Abby, qui est contrainte à un mariage blanc avec Chandra, qui est français, pour pouvoir rester en France parce que l'Afrique australe n'est plus en guerre et elle doit retourner dans son pays parce que les accords de paix ont été signés, sauf que ça lui est impossible. Si elle y retourne, elle va s'effondrer. C'est sa santé mentale ou retourner dans son pays, au choix. Le second, c'est Renaissance. On est sur Lucky, qui est la meilleure amie de Abby et Queen. Donc Lucky, elle a toujours voulu retourner dans son pays pour le reconstruire. Elle est devenue ingénieure, donc elle va se mettre à travailler dans la construction d'un nouveau quartier dans le désert. Et ce chantier de construction est protégé par une équipe de sécurité et Queen en est le chef. Ce sont tous d'anciens soldats ou d'anciens Marines, donc soldats de l'Afrique australe ou soldats qui ont été ailleurs, qui sont tous plus ou moins cassés parce qu'ils ont vu des choses pas terribles. Et Queen, en fait, Queen, il a déjà affronté en quelque sorte ses démons, mais Lucky, en revenant dans son pays, elle se prend tout de plein fouet. Et c'est un pays qui est encore un peu fragile sur le plan politique, ce qui fait qu'il y a un peu de danger. Donc, il y a un peu de danger, mais après, Lucky, elle n'est pas idiote non plus. Si la Queen, il est clairement en posture d'homme qui sait, parce que c'est un homme d'expérience, qui est militaire et qui bosse dans la sécurité. Donc lui, il sait protéger les gens, donc il va protéger Lucky. Ensuite, on a Réconciliation, où on est toujours en Afrique australe, avec Sabrina ou Cobra, qui est une femme qui a été agressée, en fait, qui a été poignardée lors de la guerre civile, qui s'en est remise sur un plan physique à peu près, et qui va rencontrer un homme, c'est le coup de foudre avec cet homme-là, Enzo, qui bosse dans la communication, qui est un gars tout bien comme il faut, mais si on gratte un peu, il y a des trucs un peu gênants sous le tapis. Et c'est un homme qui va se détacher justement et s'affirmer
auprès des gens pour qui il travaille. C'est très compliqué pour lui. Mais en gros, il va prendre en fait, il va prendre sa liberté et s'affirmer auprès des gens pour qui il bossait. Pour Sabrina. Le dernier livre que je viens de lire et que j'ai eu l'immense honneur de corriger, c'est Un goût de deuxième chance, où on est avec Indira, qui est la sœur de Sabrina. Indira est un peu la raison pour laquelle Sabrina a été blessée, parce que pendant que le pays basculait dans la guerre civile, elle, c'était une femme qui protestait en fait, qui était militante, qui était dans toutes les manifestations et qui est tombée amoureuse sans le savoir parce qu'elle s'est bien mis les œillères. Elle est tombée amoureuse d'un mercenaire. Ce mercenaire-là va sauver Sabrina et disparaître dans la nuit sans laisser d'adresse, rien, aucune nouvelle. Sauf que Indira est enceinte. 13 ans plus tard, ils se retrouvent et Gage va retrouver Indira qu'il n'a jamais oubliée et rencontrer son fils, donc le fils qu'il a eu avec Indira. C'est un bonbon à lire, c'est tout doux, ça fait vraiment plaisir, vraiment vraiment plaisir. Lire au moins 3 livres en SF, polar ou thriller. Donc il y avait 3 livres de Carl Pino que j'ai lus en début d'année 2025. Il y avait 2 livres dans la série Greg Brandt où, comme je suis un petit peu neuneu, j'ai lu le premier j'ai lu le tome 1 et le tome 4 sur la chronologie. Il y a un 5e qui vient de sortir. Donc c'est l'entrée de Greg Brandt l'arrivée de Greg Brandt à Nantes, il vient de Paris. C'est un policier qui va être, je crois qu'il va bosser à la criminelle, me semble. On parle du milieu nantais, qui est donc le milieu criminel nantais. J'ai lu aussi le dernier livre où il prend sa retraite, où il a pris sa retraite, mais donc il y en a un autre qui était sorti. J'ai lu également de Carl Pino, donc c'est un auteur du coin, c'est un auteur nantais. J'ai lu Et pour quelques millions, qui est une affaire de meurtre sur fond d'énormes associations, fondations qui brassent vraiment des millions, où on va avoir en fait le fils d'une femme très riche qui a été assassinée, qui va rencontrer une jeune femme cubaine qui vivait dans les quartiers les plus pauvres et les plus pourris de Cuba. Ma lecture remonte à quasiment 1 an, donc je suis plus très très sûre de l'histoire, mais c'était quand même vachement haletant. J'ai trouvé ça chouette. Alors, j'aimerais bien continuer dans cette veine à lire un peu plus de science-fiction, de polar, de thriller, de littérature blanche aussi, que j'ai pas trop lu cette année. Là, ça va être un peu compliqué, c'est lire au minimum 10 livres classiques. Donc, je vais juste citer des livres classiques que j'ai lus sur la chaîne, donc dans le cadre des vidéos du samedi et du dimanche. Au plus récent, je vais parler des livres terminés. Les mutinées de l'Elseneur de Jack London, c'est le livre le plus sombre de Jack London, qui a été écrit aux alentours de 1912-1914. Ça parle pas de la Première Guerre mondiale, parce que ça a dû être écrit avant. On a le narrateur Pat Hearst, qui est un écrivain un peu au bout du rouleau, qui prend un billet sur un des derniers voiliers qui existent, parce que la vapeur prend la place de la voile, et il monte à bord de l'Elseneur, où le capitaine West est avec sa fille. Et le capitaine West, si vous voulez, c'est un gars qui est hyper fin, plein de connaissances sur la météo, sur faire tourner un bateau, etc., sur mener des hommes par le biais de son lieutenant, mais en fait il a aucun lien avec les autres hommes, ça va poser souci. Et c'est un milieu qui est violent, parce que au niveau du recrutement, ils ont pris un petit peu tout et n'importe quoi. Donc des gens qui sont inexpérimentés, qui n'ont jamais été sur un bateau, des gens qui sortent de prison, des gens qui devraient être en psychiatrie si ça existait, parce que je crois qu'ils partaient de Baltimore. On est au début du XXe siècle, donc la psychiatrie, c'est pas folichon. Et donc ça s'appelle Les Mutinées de l'Elseneur, donc vous vous doutez bien qu'à un moment va y avoir de la mutinerie.
J'ai lu le Horla de Maupassant, donc je parle bien du recueil de nouvelles qui commence par le Horla. Je vais juste vous parler du Horla. J'en avais fait un petit retour vite fait sur Instagram. Le Horla, c'est une très bonne nouvelle où le narrateur, qui je crois n'est pas nommé, va dans sa résidence secondaire qu'il a en Normandie, il me semble, à la campagne, et en fait il sent une présence plutôt, plutôt néfaste dans cette résidence secondaire. Ce qui fait qu'il commence il commence à avoir des craintes. Il sent qu'il y a quelque chose qui lui veut du mal. Et il sent que ça va mieux quand il quitte cette maison pour plusieurs semaines, mais ça redevient pas bien quand il retourne dans cette maison-là. Donc vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il y retourne, ce couillon? Eh ben parce qu'il veut être le plus fort. Et ça finit pas très bien. On ne sait pas exactement si on est vraiment dans un récit fantastique ou est laissé à l'interprétation du lecteur si le narrateur perd complètement les pédales et délire ou si il y a vraiment quelque chose de présent et de néfaste et qui lui veut du mal. Je trouvais que c'était très efficace. J'ai lu aussi Les Contes du jour et de la nuit de Maupassant. Alors le Horla, je crois que le recueil Le Horla, il comptait 3 nouvelles. Les Contes du jour et de la nuit, ça en comptait plus. On est sur des nouvelles pour les contes du jour et de la nuit. On n'est pas sur du fantastique. On est plutôt sur beaucoup de choses autour des mœurs. Je suis assez mitigée sur la plume de Maupassant. Pas la plume, mais sur les nouvelles. Il y en a qui me plaisent, il y en a qui me font rire, il y en a qui me révoltent, il y en a qui m'attristent, mais il y en a, bah, je trouve pas ça ouf. J'aimerais bien tester Maupassant sur un roman, donc peut-être Une vie par exemple. Mais le Horla, je vous conseille vraiment. La nouvelle Le Horla, elle est pas très longue à lire, c'est vraiment cool. Mansfield Park de Jane Austen. Si vous débarquez sur la chaîne, j'ai déjà lu de Jane Austen son premier roman, donc Raison et sensibilité, son deuxième roman, Orgueil et préjugés. Mansfield Park, c'est son troisième sur 6 romans. Avant ça, elle a écrit Les Juvenilia. Après ça, elle a écrit Lady Suzanne qui est terminée. Il y a les Watson a été abandonné, que j'ai en numérique mais que j'ai pas lu encore. Et je crois que c'est à peu près tout. J'ai l'impression que j'en oublie un. Je sais plus. Mansfield Park, c'est son troisième roman sur 6 à être publié. Et bah c'est pas mon préféré. Je trouve qu'il a été long. On est sur... je vais vous raconter. Bon. On est souvent chez Jane Austen, je trouve qu'on va être beaucoup dans une critique sociale et une critique de la place de la femme dans la société. Et Fanny, c'est la cousine pauvre d'une famille très riche. C'est la cousine pauvre, pourquoi? Parce que sa mère, elle s'est mariée par amour à un homme qui n'a pas fait fortune et ils ont eu beaucoup d'enfants, donc la vie était dure pour nourrir ses 8 ou 10 enfants. Ce qui fait que Fanny, elle a toujours fait un peu la bobonne chez sa mère, puis ensuite elle a fait la bobonne chez son oncle. Elle débarque en fait chez son oncle, elle a 10-12 ans, elle est dépotée comme ça. Elle va lier amitié avec Edmond qui est le deuxième fils, donc il y a un aîné qui est plutôt libertin et plutôt à pas faire les choses comme il faut. Edmond qui se désigne au clergé et qui fait tout bien les choses comme il faut. Et il me semble qu'il y a une ou deux sœurs, je me souviens plus exactement, mais qui sont pas franchement très sympathiques envers Fanny. Fanny, elle se fait bully tout le long du livre. Sauf qu'à un moment, elle va s'opposer et dire non. Parce que on la demande en mariage et que ce gars-là ne lui convient pas parce qu'elle s'en méfie. Et je pense à raison. Parce que c'est un gars qui aurait eu la main mise sur elle et elle aurait été complètement anéantie en fait avec ce gars-là. Pas dans la violence, hein, mais il l'aurait complètement bouffé en fait. Donc Mansfield Park, je vous le conseille quand même si vous avez envie de voir un petit peu ce que c'est. Il y a des moments qui sont assez drôles parce que
On a une tante, je sais plus comment ça s'appelle, il y a une tante qui est méchante comme un pou. La tante aussi chez qui vit Fanny, et elle est constamment sous opium, donc elle plane à 12 000. Et c'est assez fascinant parce qu'on est sur... je pense qu'on est sur le niveau de richesse de Darcy, si vous voulez, dans cette famille-là. On est sur un gars qui... l'oncle, en fait, il a une plantation à Antigua, donc une plantation avec des esclaves, évidemment. C'est juste nommé. Je sais même pas si le mot esclave est nommé dans le livre, mais on le comprend. Donc, après, Jane Austen, quand elle dénonce, des fois, c'est juste... c'est une petite pincée de sel, mais c'est ultra subtil et ça peut être tellement subtil qu'on le voit pas. Bon, elle est assez conservatrice aussi. J'ai lu Les aventures de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, qui est le 3e livre qu'il sort sur Sherlock Holmes, après Une étude en rouge, qui est un roman, après Le signe des 4, qui est un roman, et Les aventures de Sherlock Holmes. C'est 12 nouvelles. Donc c'était 12 nouvelles qui ont été publiées de janvier à décembre. On a même une nouvelle de Noël. Je les ai trouvées assez inégales. J'ai trouvé grosso modo que Watson, il est méga transparent là-dedans. Il y avait un peu de redondance, mais c'est sympa. Franchement, ça se lit. J'ai lu Micromégas de Voltaire, qui est une nouvelle précurseur de l'ASF, pour de vrai. Mais très philosophique. Ça, bon, j'ai pas aimé, moi je suis pas cliente, mais on est sur l'ancêtre en gros des voyages spatiaux, parce que Micromégas vient de je sais plus quelle planète énorme, Saturne peut-être, et il va voyager avec un autre bonhomme qui est un peu plus petit que lui, qu'il a chopé au cours du voyage. Il va venir jusqu'à la Terre, donc c'est beaucoup de philosophie. C'est assez drôle quelque part parce que je pense que Voltaire ne savait pas que dans l'espace il y a du vide, donc il n'y a pas d'oxygène. Donc en gros, les gens ils flottent, ils volent, c'est assez drôle. Mais bon, j'ai trouvé ça un peu long, j'ai pas aimé. J'ai lu Sido et Les vrilles de la vigne de Colette, qui sont 2 recueils différents. Sido, c'est son recueil autobiographique le plus intime sûrement, parce que le premier chapitre est consacré à sa mère, le second est consacré à son père, et le troisième, qui s'appelle Les Sauvages, je me souviens, ils sont consacrés à ses 2 frères et sa sœur, et qui est nommée, mais qui est un petit peu l'outsider de la famille. J'ai trouvé ce recueil touchant, ma foi. Ça m'a plus plu que Les vrilles de la vigne, qui, elles, vont avoir des nouvelles qui vont être beaucoup plus courtes, beaucoup plus quotidiennes, et c'est vraiment l'autobiographie du quotidien, mais un peu comme je peux vous raconter que mon chat est sans doute en train de faire la sieste derrière sur sa banquette et qu'il est mignon. Oh, oui, il est trop mignon. Mais j'ai aimé. Il y a des choses qui étaient un petit peu sulfureuses au sujet de Colette pour l'époque. Je pense que ça parle un tout petit peu d'homosexualité féminine parce que Colette, me semble, était bisexuelle. Elle a été mariée, mais elle a eu des aventures avec des femmes. Je lirai sans doute encore du Colette. J'ai trouvé ça touchant. C'est pas non plus la découverte de l'année, mais j'ai bien aimé. J'ai lu des contes populaires slaves de Louis Léger. Louis Léger étant un traducteur et le gars qui a récolté en fait ces contes populaires. Je n'en ai plus aucun souvenir, donc je m'en souviens plus. Pourtant, je pense que c'est pas si vieux que ça. J'ai dû lire ça cet été. Euh, je me souviens plus du tout. Je crois que c'était assez inégal, mais on est vraiment sur les comptes collectés, donc avec des comptes qui vont qui vont pas avoir tous la même qualité littéraire, pas le même style riche, parce que ça a été collecté de bouche de conteur à oreille du traducteur, si vous voulez. Donc c'était sympa, c'est libre de droit, allez voir, c'est sympa. J'ai lu Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë très rapidement. Les Hauts de Hurlevent, très rapidement, c'est pas facile. On est à peu près à la même époque que les bouquins de Jane Austen, je pense. On doit être au début 19e.
peut-être juste, ouais, on va dire la grosse fourchette 1800-1850, il me semble. Dans la famille de Catherine Earnshaw, le Papa Earnshaw va un jour ramasser un petit gamin qui crève la dalle dans un fossé et le ramener chez lui et en faire son préféré. Sauf que maman Earnshaw est pas très contente, parce que qui est ce gosse, pourquoi tu le ramènes, qu'est-ce qu'on s'en fout. Le grand frère Inley est pas content du tout, parce qu'il y a de la concurrence. Catherine, elle est hyper ambivalente, parce que autant elle adore Heathcliff, autant elle lui ramène constamment leurs différences sociales au visage. Et il y a une double narration où en fait on va être dans le passé de cette famille jusqu'aux multiples drames qu'ils vont traverser. Et on va être dans le présent où un voisin de Heathcliff, un locataire de Heathcliff, j'ai oublié complètement son nom, il est assez anecdotique, va en fait se faire inviter chez Heathcliff et tomber malade. Et Nelly, qui est la gouvernante, qui a élevé Catherine et qui a élevé aussi Heathcliff, va raconter en fait à ce locataire toute la vie de Heathcliff. Oui, c'est quand même pas très ouf, je trouve, comme procédé de la part de la gouvernante. Mais bref, elle raconte toute leur vie. Parce que il est malade, il est au lit, faut bien l'occuper. Léo Hurlevent, c'est pas du... Enfin, il y a une histoire d'amour qui est toxique comme pas possible. C'est le type d'histoire d'amour où c'est l'amour fou, l'amour pathologique, l'amour où on fait des promesses qu'on ne peut pas tenir, l'amour où on se le prouve et on se déteste et on se déchire. C'est très beau, mais c'est à la fois hyper toxique et je déconseille vraiment la lecture si ça va pas trop, lisez pas ça. J'ai lu les contes merveilleux de Hans Christian Andersen qui sont top. Moi, Andersen, dans le trio de choc Grimm, Andersen, Perrault, Andersen, hein, clairement. Andersen, c'est le meilleur. Grimm, j'aime bien aussi, les Grimm. Perrault, j'ai pas trop kiffé. Les contes merveilleux de Hans Christian Andersen, on va voir à la fois des contes qui sont dans le registre merveilleux, donc fantasy, plutôt fantasy ou fantastique, avec des créatures par exemple, comme la Reine des Neiges si je me trompe pas, comme peut-être des sirènes aussi, je m'en souviens plus. Parce que j'en ai lu plein et la lecture, là, date, je pense, du mois de mars, donc ça remonte. Mais on a aussi des contes qui vont être beaucoup plus dans le quotidien pauvre. Je trouve qu'il y avait quelques éléments aussi qui pouvaient rappeler l'homosexualité. Parce que Andersen était homosexuel et c'est quelque chose qu'il a eu, je pense, beaucoup de mal à accepter et faire accepter autour de lui et que j'ai trouvé touchant en fait, cet aspect de sa vie et la manière dont il l'avait écrit dans ses contes. J'ai lu 2 recueils de contes de Anatole Le Braz, donc Le sang de la sirène, qui est un recueil de 3 contes qui sont assez gros, et Les vieilles histoires du pays breton, où là on est sur des contes qui vont être un peu plus petits de mémoire. J'avais déjà lu Anatole Le Braz quand j'étais adolescente, j'ai adoré le redécouvrir. Je trouve qu'il a une plume qui est super forte. On n'avait pas tant que ça de contes fantastiques ou contes merveilleux. On avait surtout beaucoup de chroniques en fait de la pauvreté des paysans ou des pêcheurs bretons. Le, cette espèce de fatalisme aussi qu'il y a dans cette culture que j'ai trouvé chouette. J'ai vraiment aimé moi. De toute façon les contes, enfin Anatole Le Braz, c'est une valeur sûre chez moi. Je pense que j'y retournerai. Je voulais lire l'année dernière, et c'est toujours pareil pour l'année prochaine, au moins 5 auteurs auto-édités différents. Donc on y est. Parce que j'ai lu de Christina D'Amico et Mélanie Mendes, ça compte pour un seul auteur. J'ai lu Ézéchiel. C'est un tome 1 d'une série de livres qui va... Je sais pas encore combien ça va en compter. On est plutôt sur de la littérature young adulte avec un démon
un jeune démon qui essaye de faire son boulot de démon, à savoir torturer des âmes pour monter dans la hiérarchie démoniaque, sauf que Ézéchiel, c'est un petit peu une anomalie parmi les démons parce que il a un petit peu trop de sentiments pour un démon, un peu trop d'empathie. Et on va comprendre en fait pourquoi, quelle est sa place en fait dans cet univers-là, quelle est sa place dans sa famille. Donc le tome 1, c'est Ézéchiel et l'homme et l'âme égarée. En enfer, Ézéchiel est un démon différent en quête de sa première agrégation dans le but d'obtenir son grade de démon. Il n'en est pas à sa première tentative en tant que Diono, donc ça c'est les jeunes démons, mais cette fois c'est aidé de sa tante Abraël qu'il compte bien faire taire ses émotions qui n'ont pas lieu d'être. Il deviendra aussi digne que tous les autres soldats de Lucifer. Enfin ça, c'est ce qu'il pense, mais c'est sans compter une âme aux nombreux péchés qui ne tardera pas à lui faire tourner la tête, engendrant des révélations qui iront jusqu'à briser les fondements et les lois mêmes de Dieu en personne. Comme autre autrice auto-éditée, j'ai lu Céline Nio, donc je n'ai pas relu la malédiction de la pie-grièche, mais ça ne va pas tarder. J'ai surtout lu et corrigé en début d'année Le Noël rebelle de Sylvain le Sapin. Donc c'est un livre que j'ai lu 3 fois vu que je l'ai corrigé. On est dans le pays, on est dans la ville imaginaire de Winterthal, qui est une ville des Alpes. Donc on est en montagne. Et le petit Sacha, il vit sur la plantation de sapins de son papa, avec sa maman, donc son papa Vidar, sa maman Virginie qui élève des moutons, et Sacha doit entrer à l'école parce qu'il a 6 ans. Sauf que il n'a pas très envie d'aller à l'école parce que c'est beaucoup mieux d'aller aider son papa dans la plantation de sapins, surtout depuis qu'il a eu le droit de planter son propre sapin et de s'en occuper. Donc son sapin qu'il a appelé Sylvain. Et on a donc un Sylvain qui veut devenir le plus beau sapin de Noël qui existe, sauf que il n'a pas très bien compris que pour devenir sapin de Noël, il faut se faire scier. Et c'est sa copine Estelle, une agnelle, puis une brebis qui va aider en fait Sylvain à comprendre sa destinée et à se révolter. Donc c'est vraiment tout mimi. De Sarafé, le partenariat continue. Donc je suis partenaire de Christina D'Amico, Mélanie Mendes, Célinio, Sarafé. Sarafé a sorti cette année A Touch of Blake, qui est un spin-off de sa série les Killing Vipers, parce que on va suivre Kane Blake, qui est un des antagonistes des 3 premiers romans des Killing Vipers. Donc si vous avez commencé par lire les Killing Vipers, vous voyez qui est Kane, normalement vous le détestez. Donc vous n'avez pas envie que ce gars-là, il devienne heureux en ménage. Mais donc Kane, ce n'est pas que un gros con, c'est aussi c'est tellement cliché de vous dire que c'est un homme qui a... C'est un homme qui a un petit cœur qui bat aussi, mais en fait c'est un petit peu ça. C'est pas si simple que ça, mais c'est un homme qui a un passé qui est très compliqué, c'est un homme qui a un psychisme qui est très compliqué, et qui est dans un besoin de contrôle constant, parce que il est tout le temps contrôlé aussi. Et c'est un homme qui a du mal à trouver un équilibre au niveau de sa vie professionnelle, de sa vie personnelle, de sa santé mentale. Et il va rencontrer une femme d'une famille rivale qui va lui filer un sacré coup de main à ce niveau-là. Je trouve que dans ce livre-là, Sarah, elle a atteint un niveau de compréhension de ses personnages qu'elle n'avait pas eu avant. Elle est très très fine, hein, Sarah, sur le plan des persos, mais je trouve que là, et elle l'avait dit, ce livre-là, c'est un cap dans sa carrière. Je suis tout à fait d'accord et je lui souhaite une grande réussite ainsi qu'aux autres pour ce livre-là en particulier. J'ai lu cette année Johann von Haff, donc le cycle du Kalahari dont je vous ai déjà parlé, et il faut que je me bouge les fesses parce que j'avais lu une petite moitié du recueil Rendez-vous avec la nuit,
où il y a 50 auteurs issus de plusieurs promotions différentes de l'ICAR qui se sont réunis pour écrire des nouvelles autour de la nuit. Donc autant des nouvelles fantasy, fantastique, SF, historique, romance contemporaine, etc. Donc plein de genres différents sur un même truc, enfin sur une même thématique je, je suis très à la bourre en fait. Il faut vraiment que je reprenne et que je close cette lecture et les posts Instagram et la vidéo pour ce recueil-là. J'avais des résolutions sur les réseaux sociaux, donc développer des formats courts sur YouTube, Instagram, TikTok. Donc TikTok, on oublie, je pense que j'y mettrai pas vraiment les pieds. J'avais fait l'année dernière, mais ça compte pas, un calendrier de l'avant de short sur YouTube. Mais donc c'était l'année dernière, je crois que j'en ai pas refait. Je crois que les 2 vidéos courtes que j'ai faites cette année sur YouTube, c'était sur une masterclass sur écrire en s'inspirant de périodes historiques, une masterclass qui est sur les mots raturés Académie. Donc les mots raturés Académie de Margot de Seine, elle propose plein de masterclass dessus et elle avait ouvert en fait des affiliations sur certains produits et donc j'avais réalisé une petite vidéo sur une masterclass donc écrire en s'inspirant de périodes historiques et l'autre petite vidéo que j'ai faite aussi c'était sur radiophonie. Je vous en parlerai un peu plus tard parce que c'est après que je parle des partenariats. Donc j'ai aussi fait un petit peu de réel sur... de toute façon Insta c'est forcément du format court, mais donc les 2 plateformes que j'ai envie de continuer à développer c'est YouTube, Instagram et dans une autre mesure Threads. Je pense que TikTok et Facebook je vais pas franchement y mettre plus que ça les pieds. Donc développer les autres plateformes oui parce que Instagram j'ai quand même pas mal développé. Réaliser une vidéo thématique sur 3 auteurs, donc des vidéos je découvre, je pense qu'il y en a eu plusieurs, je me souviens plus exactement combien. Réaliser 3 vidéos thématiques sur un genre et un sous-genre, j'ai pas fait cette année. Souvenez-vous, j'avais fait un genre de podcast que j'avais fait sur les mythes, les contes et les légendes, un truc comme ça. J'aimerais bien continuer en fait à faire des contenus un petit peu courts parce que courts comme des cours de lycée ou de fac de manière beaucoup plus vulgarisante bien sûr mais il y a une nouveauté de YouTube récente, c'est que maintenant on peut faire des cours et YouTube va considérer comme un cours un cycle de 3 vidéos minimum sur une même thématique et comme moi je donne un petit peu de cours à côté je suis formatrice occasionnelle dans une école de formation en travail social et sanitaire. Donc je donnais des cours dans une prépa, quelques cours dans l'année. Ce qui fait que moi j'ai envie un peu de développer ce truc-là parce que je trouve que c'est intéressant. Parce que construire une vidéo, construire un cours, c'est pas la même chose. Construire un roman non plus. Parce qu'il y a une espèce de progression qui n'est pas la même, quoi. Une progression parce qu'on est avec un angle pédagogique. Et donc, des cours sur YouTube, j'aimerais bien en faire. Réaliser 3 vidéos thématiques sur des lectures audio en cours, je crois que j'en ai pas faites, mais il va y en avoir bientôt. Au niveau des services de presse et des partenariats, je vais commencer par les partenariats. Ce qui continue cette année, c'est le partenariat avec Sarah Fay, donc l'autrice des Killing Vipers et de Touch of Blake notamment, pour sa prochaine sortie. Je ne pense pas qu'elle en ait parlé encore sur ses réseaux sociaux, donc je me tais. Mais il y a quelque chose qui sort dans pas longtemps, donc j'en ferai un retour. Le partenariat continue avec Céline Niau, donc c'est l'autrice de La malédiction de la pie Grièche, qui est un livre fantastico-historique, comme elle le dit, avec une double temporalité, donc entre la vie dans un vignoble de nos jours et la vie dans un petit village dans le Saumurois, donc les deux sont à peu près au même endroit, à un vol d'oiseau près, au XIVe siècle. Et comment ces deux histoires sont
ont un lien en fait, malgré les 7 siècles et quelques qui les séparent. C'est aussi l'autrice du Noël rebelle de Sylvain Le Sapin dont je vous ai déjà parlé. Et mon petit doigt me dit que je suis en train de corriger la suite de la malédiction de la pie-grièche. Le partenariat continue avec le Loftunger Club. J'avais chroniqué un de leurs pulps, à savoir Les Feux de la Révolte, donc le pulp numéro 3, qui a dû sortir en mars de l'année dernière, quelque chose comme ça, parce que là, il y a le 4e qui est sorti, il me semble, et l'appel à texte pour le 5e et doit être clôturé, ou quasiment. Enfin, il sera clôturé au moment de la vidéo. Et ils sortent en fait, ils ont fait une campagne Ulule très récemment, au mois de octobre-novembre, pour la sortie de Flash Fiction, qui est un système d'abonnement, parce que chaque mois, les abonnés vont recevoir dans leur boîte aux lettres un petit fascicule où sera une nouvelle donc c'est des nouvelles d'auteurs avec qui ils ont déjà travaillé sur les pulps. On est plus sur des littératures de l'imaginaire ou éventuellement du policier, du thriller, il me semble. J'ai lu la première nouvelle qui s'appelle Radiophonie de Mina Jacobsen, qui est vraiment tip top dans une autre planète, avec une vieille femme qui vit toute seule sur cette planète, avec la toute dernière baleine de... Oh, qu'est-ce que c'était touchant cette histoire. Et donc j'ai reçu en avant-première cette nouvelle parce que les abonnés vont la recevoir en janvier. Et je recevrai comme tout le monde la deuxième au mois de février. Donc en janvier, je vous referai une petite piqûre de rappel sur ce qu'est Flash Fiction, donc dans une vidéo dédiée en vous reparlant de Radiophonie de Mina Jacobsen, et je vous ferai une vidéo par mois sur YouTube, et des retours aussi sur Instagram, donc peut-être en réel, peut-être sous forme de slides, enfin de carrousel, on verra. Donc je continue également, mais ça c'est parce que je suis à la bourre, le recueil de nouvelles Rendez-vous avec la nuit, parce que de mémoire j'avais dû en chroniquer une petite moitié. Donc je pense que sur les 54, j'avais dû chroniquer 20, 25, un truc comme ça. Donc il faut que je finisse. En service de presse, une nouvelle autrice, c'est Laetitia Claver, qui est une autrice auto-éditée. Donc je pense qu'on dit Claver. Clavé. Une autrice auto-éditée dans l'imaginaire, plutôt fantasy, que j'avais déjà bêta-lu pour un recueil de nouvelles. Et j'aime beaucoup sa plume, donc je m'étais proposée pour sa prochaine sortie qui va pas tarder là. Donc je vous parlerai de tout ça quand je l'aurai lu, parce que j'ai déjà l'e-book. Et aussi, oubli de ma part, parce que je suis une chroniqueuse en carton et que j'étais un peu trop débordée, je m'étais proposée pour les nouvelles éditions ActuSF pour lire 3 livres. Donc c'était un essai et 2 romans, mais il y a eu une erreur d'envoi, ce qui fait qu'en fait j'ai 3 romans. Et je devais les lire genre au mois d'avril. Donc je vais le faire parce qu'on me les a envoyés et parce que sinon ça serait pas honnête. Et je les préviendrai parce que du coup, je suis toute honteuse, donc j'ai pas osé leur dire je suis en retard. Donc je le ferai. Et c'était un essai sur Tolkien. Dans les romans, il y avait une suite d'un roman que j'avais déjà. J'avais déjà le premier. Les 2 autres, je me souviens plus exactement. Donc je vous dirai. Quand ça sera le cas, je vous le dirai. Sinon, en termes de projets de vidéo à court ou long terme, court, moyen, long terme. En court terme, un cycle de vidéos sur les chroniques de Bridgerton, la série télé, parce que je suis en train d'imaginer pourquoi, à mes yeux, la série télé fonctionne bien mieux que les livres. Donc j'ai déjà vu plusieurs fois les séries télé. Je suis en train de recommencer, je vous avouerai. Je suis au milieu de la première saison. J'adore. Je suis vraiment, je kiffe. Donc je vais proposer en fait, en attendant la sortie de la saison 4, donc il y a déjà 3 saisons des Chroniques des Bridgerton qui sont sorties, plus le préquel sur la Reine Charlotte. Mais il y a la 4e saison qui va sortir sur Bénédicte et Sophie. Donc je vais vous proposer une vidéo sur les 3 premières saisons et le préquel.
à l'occasion de la sortie de la saison 4, en attendant, donc la sortie dans un mois. Et sans doute, mais à voir comment faire, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo react, vous voyez, où il y a, où vous voyez en fait dans un petit écran ce qui se passe, enfin non, vous voyez à l'écran ce qui se passe dans la série et comment moi je réagis. Ah mon Dieu, ah je suis triste ou je sais pas quoi. Ça j'aime pas trop. Donc je pense que je ferai peut-être 2 vidéos sur la mi-saison et la saison complète. Ou une vidéo sur la saison 4 complète, à voir. Peut-être 2, hein, pourquoi pas. Il va y avoir un cycle de 2 vidéos sur le vieux royaume de Jean-Philippe Javorski. La première vidéo, ça sera sur Januavera, qui est un recueil de nouvelles que je suis en train d'écouter. Gagner la guerre, qui est un roman que j'ai déjà écouté. Et Le sentiment du fer, un autre recueil de nouvelles qu'il me reste à écouter. C'est aussi Le Chevalier aux épines, qui aura une 2e vidéo. Et donc dans Le Chevalier aux épines, on a le tournoi des preux, le conte de l'assassin et le débat des dames. On est sur un univers de fantasy, plutôt médiéval fantasy. Ça fait penser un peu à la Renaissance italienne avec des cités qui sont très puissantes. Ça fait penser aussi un peu à l'Empire ottoman, qui était, qui dans cet univers-là est un ennemi, allié, ça dépend quand, de ces grandes cités italiennes. Et on suit en fait dans Gagner la guerre, le narrateur c'est Benvenuto Gesufale qui est un gros connard. C'est le tueur à gages du Podesta, donc le gars qui est quasiment au sommet de l'état, de la cité-état dans laquelle il vit. Ciudalia, il me semble que c'est une ville. Il va me falloir préparer un petit peu ces vidéos-là parce que tout simplement, j'écoute. Ce sont des audiolivres que j'écoute sur Audible. Mais c'est quand même touffu, on va dire. On a plein de personnages différents. On a plein d'endroits différents. On a plein de magouilles politiques, de complots, des gens qui s'étripent et de compagnie. Ça m'a fait penser quelque part au Trône de Fer, parce que dans Gagner la guerre, Benvenuto Gesufale sait que la magie existe, il a horreur de ça, donc il s'en tient éloigné, mais en fait, plus de temps en temps, on a des petites pincées de sel de magie comme ça, jusqu'à ce que ça monte un petit peu. Ça va pas finir avec des licornes, des dragons partout, mais la magie est un petit peu plus présente à un moment parce que tout simplement le narrateur, le personnage principal, y est confronté. Alors que normalement il la fuit. Et dans Januavera, pareil, il y a autant des nouvelles qui sont... j'ai lu à peu près la moitié du recueil. Il y a des nouvelles qui vont être très dans les complots ou très dans des contes aussi. Et un truc bien flippant d'ailleurs. Mais on a des choses qui sont tout à fait des intrigues de cour. Le style, je suis amoureuse, clairement, j'adore. Et ce qui veut dire qu'à vue de nez, je pense que courant mars, je peux vous faire une vidéo sur Januavera, Gagner la guerre et le sentiment du fer. Et peut-être en octobre, par là, sur Le Chevalier aux épines. Parce que Gagner la guerre, c'était 45 heures d'écoute. Je sors d'une formation Licard. Donc j'ai eu un moment, mon cerveau a un peu fumé. J'ai un peu fondu quelques neurones. Peut-être cette année, c'est pas sûr que j'ai le temps, je ferai peut-être un retour sur le cycle Les Rois du Monde qui est autre chose. Un autre cycle de 5 livres dans un autre univers. Toujours de Jean-Philippe Javorski. Peut-être, je pourrais faire aussi sur Absolu de Margot de Seine que j'ai aussi acheté sur Audible. J'aimerais faire 1 ou 2 vidéos sur les 5 romans de Chrétien de Troyes que j'ai. C'est des romans qui sont courts, ça se lit assez vite. Et ça peut être très drôle si on le fait. Je pense qu'il y aura une partie qui sera assez fun où je vais chausser mes lunettes de femme du 21e siècle. C'est assez rigolo. Les prochains auteurs sur lesquels j'ai envie de faire des Je découvre, on va être plutôt dans les auteurs de l'imaginaire. Aurélie Wallenstein, David Brie, Julia Richard, pourquoi pas Camille Le Boulanger, j'ai pas mal de livres aussi de lui, à voir. Donc je vous ai déjà dit aussi que je voulais faire des vidéos sur
La formation et le métier de lecteur-correcteur, donc formation que j'ai faite à l'EFLC, et la formation et le métier d'auteur, formation l'ICAR, devenir écrivain, projet best-seller. Et comme je vous ai dit aussi, des vidéos sur des contenus formatifs de créateurs de contenu, des autrices en général, Audrey Martinez de Rêve d'auteur, Cécile Duquesne, l'école d'écriture, je verrai aussi éventuellement pour Maria Vilesa de Lâche-toi la plume, Maud Michel aussi, je lui avais pris quelque chose, il y avait Margot de Seine, Les mots raturés, peut-être aussi Johan von Haff. Donc il y a de quoi faire. Lecture, visionnage, j'aimerais bien faire... je pense que je vais me refaire un marathon Avatar parce que j'ai déjà vu j'ai vu le 3e film et j'ai envie de revoir les 2 premiers. Peut-être les Aliens parce qu'on est en train de regarder Alien Earth, mais après c'est assez gros aussi comme univers. Je pensais aussi pourquoi pas le MCU parce que je viens de regarder il y a pas très longtemps le dernier Captain America. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est gros. Je pensais faire d'autres vidéos, un petit peu de débat, genre l'identification du lecteur au personnage, la représentation des minorités, mettre un petit peu en parallèle ces 2 concepts. Des vidéos sur l'histoire des genres littéraires, comme je vous l'avais dit. Lire plus d'auteurs auto-édités. Donc là, je vais avoir un réservoir d'auteurs auto-édités chez Licard, mais pas que. Et toujours aussi dans le côté, alors à la fois pour mon côté lecteur, pour mon côté auteur et aussi surtout mon côté correctrice, j'aimerais lire plus de genres ou sous-genres littéraires que je lis peu. Donc tout ce qui est policier au sens large, l'ASF que je lis assez peu, plus de littérature jeunesse ou de graphique, là que j'irai lire directement en bibliothèque. Donc je pense à des albums pour des enfants de maternelle ou des livres pour les enfants de primaire, de collège, des graphiques de manière large, donc les BD, des romans graphiques, des mangas. Donc là, je prendrai sûrement des photos dans les lieux où j'irai les lire parce que je me sens pas de filmer dans des lieux publics, mais je vous ferai des retours comme ça sur des thématiques un peu précises. Je pense surtout aux littératures jeunesse et graphique. Ou littérature jeunesse de graphique. On verra. Donc la semaine prochaine, le mercredi, ça va être les livres préférés, ceux que j'ai retenus de l'année 2025. Donc à la fois on est sur plein de genres différents et étonnamment, il n'y a pas tant que ça d'imaginaire. Donc je suis en train de me rendre compte que j'ai pas lu tant que ça d'imaginaire. Ah oui, et chose que je ne vous ai pas dit, cette année, j'ai fait partie de 2 comités de lecture. Il y en a un, c'était des comités de lecture pour le salon Sea Books and Love qui a lieu à Béné au mois de juillet, premier week-end de juillet. C'est dans le 44, c'est à 3/4 d'heure de route de Nantes à peu près. J'ai lu 9 romances, donc c'était soit de la rom-com, donc comédie romantique, ou de la romance contemporaine, ou de la romantaisie, et je vais pas continuer, parce que je pense que je n'aime pas tant que ça la romance. J'ai un peu saturé en fait d'avoir lu ces 9 romances dans un temps qui était quand même assez long, hein. Il y a eu plusieurs mois, mais j'ai saturé. Ce qui fait que je vais pas continuer de ce côté-là. Mais parce que moi, comme je vous l'ai déjà dit, hein, l'intérêt c'est pas d'avoir des livres gratuits parce que si j'ai envie de lire un livre, je vais l'acheter. Et mais comme j'ai pas tant que ça kiffé l'expérience et que j'ai saturé, je pense qu'il faut pas que j'aille sur ce type sur un comité de lecture qui est genré sur un type de sur un type de genre littéraire. À part peut-être si j'intègre un comité de lecture de maison d'édition où là il y aura une ligne éditoriale. Mais je pense que je préfère vraiment les genres de l'imaginaire à la romance. Ce qui fait que je préfère en fait laisser ma place à des gens qui vont kiffer ces lectures-là. J'ai aussi fait partie de l'association des Murmures littéraires, qui est une association qui propose aux auteurs de lire des manuscrits, donc des ouvrages qui ne sont pas parus, ni en auto-édition, ni en maison d'édition.
Il y a un point final qui est mis à ce manuscrit, mais qui n'est pas forcément relu ou corrigé, ce qui veut dire qu'on est à différentes étapes de la vie de ce manuscrit. Les auteurs qui participent à ce concours, ils peuvent soit y participer pour être lauréat et éventuellement passer sur le dessus de la pile pour les maisons d'édition partenaires et peut-être zapper un peu le comité de lecture. Parce que il me semble que les lauréats et aussi des manuscrits qui n'étaient pas lauréats ont été publiés dans des maisons d'édition partenaires. Et soit, si c'est un manuscrit qui n'est pas mûr, il va bénéficier de fiches lecture qui sont très fouillées et donc de conseils de lecteurs. Il faut savoir que les juges dans ce comité de lecture des murmures littéraires sont formés. La formation, elle est assez exigeante. Moi, ça m'avait un peu impressionnée au début, parce que je me disais, oh là là, je vais jamais réussir à tout faire. Et j'ai eu le plaisir aussi d'être correctrice, de faire partie de l'équipe des correcteurs, donc de corriger les fiches lecture de première et seconde étape. Donc, première étape, on lit la moitié des romans, la moitié d'un roman, les 50 premiers pourcents. Deuxième étape, on lit la totalité des romans. Donc j'ai à la fois lu et j'ai à la fois corrigé les fiches de lecture et j'ai aussi fait partie de l'équipe de vérification. C'est en gros les correcteurs qui repassent une seconde fois sur les fiches de lecture. Donc ça a été méga formateur. J'ai pris mon petit ticket pour participer l'année prochaine s'ils veulent de moi. Donc je vous conseille très fort de suivre les murmures littéraires sur leurs réseaux sociaux, donc à savoir Instagram au minimum, et de surveiller un petit peu leur activité. Parce que comme il y a un petit peu une confidentialité par rapport à ce concours, je sais pas trop ce que j'ai le droit de dire ou pas, donc je préfère être assez succincte. Mais je vous conseille de suivre les murmures littéraires. Je trouve que c'est un super outil. Et je vais m'arrêter là, parce que c'est très long. Donc, semaine prochaine, probablement, mes livres, les lectures les plus marquantes de 2025. Et on verra après pour la suite, parce que, Bridgerton, je pense que ça va être... allez, si je suis sage, ça va être mi-janvier. Si je suis moins sage, ça va être 3/4 janvier, une semaine avant la saison 4. Je vous souhaite une très bonne année. J'espère que vous avez passé une très bonne année 2025 et que l'année 2026 sera meilleure. J'espère que vous allez tenir vos résolutions. Soyons forts et que tout se passera le mieux pour vous. Et très bonne année à vous. Et à tout bientôt. Et à dimanche pour la suite de Shirley de Charlotte Brontë. Salut!